Considérons un cercle de rayon 1 sur lequel se situe une personne que l'on représentera par un point. Supposons que cette personne se déplace sur le cercle et que l'on souhaite déterminer la distance qu'elle parcourt le long de ce cercle. L'idéal serait d'avoir l'équivalent du trajet le long d'une ligne droite, puis de mesurer la longueur de cette ligne. On remarque alors que lorsque la personne parcourt l'équivalent d'un demi-cercle, la distance parcourue vaut alors 3,14. Lorsque la personne se balade sur le cercle dans le sens inverse de celui des aiguilles d'une montre, on parle alors de sens trigonométrique ou de sens direct. Dans le cas inverse, on parle de sens indirect. Éventuellement, on peut faire plusieurs tours de cercle et la distance parcourue s'agrandira. Considérons à présent un repère orthonormé OIJ, ainsi que la droite des réels accolée au cercle de rayon 1 et de centre O, cercle qu'on appellera désormais cercle trigonométrique. On considère également un point M de ce cercle, relié à la distance parcourue sur la droite des réels, que l'on notera θ. On remarque que pour tout réel θ, on peut associer un unique point M sur le cercle trigonométrique. En revanche, pour un même emplacement de ce point M, en l'occurrence ici à l'extrémité du demi-cercle, on peut obtenir des valeurs de θ différentes, ici 3,14 ou moins 3,14. On peut également relier ce nombre θ à l'angle formé par les trois points IO et M quand M parcourt le cercle. L'angle IOM sera exprimé en degrés, tandis que θ lui sera exprimé dans une nouvelle mesure d'angle, le radian. Ainsi, un angle de 180 degrés est équivalent à un angle de 3,14 radians, ou pour être plus précis, de pi radian. On obtient donc une relation entre les degrés et les radians. Pour obtenir un angle exprimé en radians à partir d'un angle exprimé en degrés, on multiplie l'angle exprimé en degrés par pi sur 180, et inversement, pour obtenir un angle exprimé en degrés à partir d'un angle exprimé en radians, on multiplie l'angle exprimé en radians par 180 sur pi. Considérons désormais un point M quelconque du cercle associé à un réel θ. Considérons alors l'abscisse de ce point. On obtient une valeur, c'est le cosinus de l'angle θ. Observons comment le cosinus varie lorsque M se déplace sur le cercle. On en déduit un premier résultat. Pour tout réel θ, le cosinus de θ sera toujours compris entre moins 1 et 1. A nouveau, si nous reconsidérons un point M quelconque formant un angle de θ radian, nous pouvons cette fois-ci nous intéresser à son ordonnée. On obtient une valeur, c'est le sinus de l'angle θ. Observons comment le sinus varie lorsque M se déplace sur le cercle. De même que pour le cosinus, on remarque que pour tout réel θ, le sinus de θ sera toujours compris entre moins 1 et 1. Regardons désormais comment évoluent simultanément le cosinus et le sinus de θ lorsque θ varie. En nous concentrant sur le cercle trigonométrique et en observant le triangle OAB rectangle en A, on remarque alors la chose suivante. D'après le théorème de Pythagore, on a OA carré plus AB carré qui est égal à OB carré. Or, d'après ce qui précède, AB est égal à sinus de θ, OA est égal à cosinus de θ, et OB est égal à 1 car c'est le rayon d'un cercle de rayon 1. On obtient donc que cosinus carré de θ plus sinus carré de θ est égal à 1 au carré, soit cosinus carré de θ plus sinus carré de θ est égal à 1. Cette égalité est fondamentale. On peut établir un tableau de correspondance entre les différentes valeurs de θ et les valeurs obtenues pour le cosinus et le sinus de θ. Essayons désormais de tracer la courbe de la fonction cosinus sur l'intervalle moins 2π, 2π. On reconnaît sur la courbe des valeurs particulières, par exemple cosinus de π sur 2 qui est égal à 0. De même, on remarque que cosinus de 0 est égal à cosinus de 2π qui est égal à 1.
Plus que ça, la courbe semble se répéter car tous les 2π, la valeur du cosinus est identique. Par exemple, on remarque que cosinus de moins 2π est égal à cosinus de 0, est égal à cosinus de 2π est égal à 1. Cosinus est ce qu'on appelle une fonction périodique. Plus généralement, une fonction f définie sur R est dite périodique de période t si et seulement si, pour tout réel x, f de x plus t égale f de x. Avec des quantificateurs, la définition s'écrit comme cela. Comme on a pu le voir, pour le cosinus, la période vaut 2π, et ainsi, pour tout x dans R, cosinus de x plus 2π est égal à cosinus x. Cette propriété est aussi vérifiée par le sinus, qui lui aussi a une période de 2π. On retiendra donc les deux égalités suivantes. Pour tout réel x, cosinus de x plus 2π est égal à cosinus x, et sinus de x plus 2π est égal à sinus x. On considère à nouveau deux points m et m' associés à deux valeurs opposées, θ et moins θ. En observant leurs sinus respectifs, on remarque la chose suivante. Sinus de θ est égal à l'opposé de sinus de moins θ. Cette propriété se traduit sur la courbe de la fonction sinus par le fait suivant. Elle est symétrique par rapport à l'origine O du repère. On dit que la fonction sinus est impaire. En observant désormais le cosinus de ces deux points, on remarque un fait tout autre. Le cosinus de θ est identique au cosinus de moins θ. Cette propriété se traduit sur la courbe de la fonction cosinus par le fait suivant. Elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On dit que la fonction cosinus est paire. Je te propose maintenant un petit résumé du cours. Tout d'abord, retenir que le cercle trigonométrique est un cercle de centre O et de rayon 1. À tout réel θ correspond un unique point M sur le cercle. En revanche, à tout point M du cercle correspond une infinité de valeurs, θ plus 2π. N'oublie pas la conversion degré-radian et radian-degré. De la même façon, retiens bien les valeurs remarquables du cosinus et du sinus que je t'ai ici représentées sur un quart de cercle. L'étude des fonctions cosinus et sinus nous a permis d'avoir les propriétés élémentaires suivantes qu'il faut à tout prix retenir. N'oublie pas non plus les propriétés graphiques du cosinus et du sinus. Il faut aussi que tu sois capable de tracer les fonctions cosinus et sinus sur intervalle moins pi sur un graphique. Enfin, n'oublie pas une propriété essentielle de ces deux courbes, la périodicité des fonctions cosinus et sinus.